Salut à tous, c'est Day One. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je viens vous parler de mes lectures récentes. Il y a pas mal de comics et il y a vraiment de très bons comics. Mais du coup, sans plus tarder, commençons avec le premier comics. Et ce premier comics, c'est Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean. Et oui, j'avais jamais lu le Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean. Et pour le coup, en fait, il est carrément à la hauteur de sa réputation. Alors en vrai, c'est un peu compliqué de parler de ce comics parce qu'en fait, comment vous expliquer? En fait, déjà, c'est un roman graphique un peu particulier. Bon, déjà, je vais vous afficher des images au montage, mais Dave McKean, il a un style très particulier. Et pour ceux qui connaissent Grant Morrison, il a un style narratif vraiment très spécial. Il est souvent très nébuleux. Il y a souvent, comment dire, c'est très compliqué à le comprendre. En fait, il utilise souvent beaucoup de métaphores. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. En fait, de manière générale, la plupart des récits de Grant Morrison, à part certaines exceptions, sont pas forcément faciles à aborder. Et en fait, c'est un peu le cas de Arkham Asylum, même si de manière générale, il est un peu plus simple. En fait, je dirais que Arkham Asylum est simple dans la manière dont il est raconté, mais en fait, ce qu'il raconte est compliqué. En gros, on va suivre à la fois Batman qui du coup va intervenir dans l'asile d'Arkham parce qu'en fait, elle a été complètement submergée et du coup, tous les détenus se sont complètement évadés et en fait, Batman va être demandé sur place parce qu'en fait, il y a des otages et du coup, tous les habitants de l'asile d'Arkham, enfin du coup tous les prisonniers de l'asile d'Arkham, le Joker, Double Face, etc., vont demander à Batman de venir pour en fait littéralement prendre sa place avec eux. Et à côté, on va suivre en même temps le passé avec du coup les créateurs de l'asile d'Arkham, en fait la famille Arkham. Et en gros, les deux époques sont extrêmement intéressantes et ont chacun leur chose à dire. Je trouve que de manière générale, c'est particulièrement pertinent, notamment au travers du travail sur le personnage de Batman et de ce que ça dit en fait sur sa sanité, en fait, sur sa mentalité de manière générale. Et je trouve aussi que, évidemment, le style visuel va vraiment bien en fait avec toute cette histoire. Et il y a un côté vraiment très particulier, très spécial en fait qui va avec ce comics. Et je trouve que c'est vraiment le style Grant Morrison en fait. Et je trouve que ça fonctionne particulièrement bien. Et en fait, ça donne une espèce d'aura à l'asile d'Arkham qui est vraiment incroyable. Et de manière générale, je trouve que la narration du comics va vraiment bien avec le scénario. C'est-à-dire que on va suivre Batman qui est perdu dans l'asile d'Arkham et en fait, les dessins et la narration vont aussi nous perdre. Le but, c'est qu'on soit autant perdu que Batman dans cet asile et qu'en fait, Batman, tout le principe de ce comics, c'est que Batman, il a peur d'être à sa place dans cet asile. Et en fait, un peu tout le principe du comics, c'est de savoir si, oui ou non, Batman, il a sa place avec les personnes qui sont là-bas. Et en fait, je trouve ça vraiment ultra fascinant. C'est vraiment très bien abordé par Grant Morrison. Et vraiment, c'était un excellent comics. Et en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire. J'ai trouvé ça excellent. Je le recommande vivement. Et pour cette deuxième lecture, autant attaquer direct avec le gros morceau, l'omnibus, du coup en VO, des Birds of Prey de Gail Simone. Et j'ai adoré. Mais du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors du coup, la première chose que j'ai à dire, je vais attaquer par le négatif parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de négatif et autant s'en débarrasser tout de suite. La première chose de négatif que j'ai à dire en fait, c'est que j'ai trouvé que narrativement, ça manquait un peu de rythme. C'est-à-dire que Gail Simone, c'est une autrice qui a tendance à beaucoup écrire, un peu à l'image d'un Brian Michael Bendis ou d'un Jeff Lemire par exemple. Elle écrit beaucoup et donc quand on cumule le fait qu'elle écrit beaucoup, que c'est un gros bouquin parce que c'est un omnibus, que c'est en anglais donc j'ai tendance à lire un peu plus lentement, j'avais eu une tendance à avoir un rythme un peu trop lent qui m'a un peu gêné dans ma lecture. Et ensuite, pour du coup le deuxième défaut, j'ai trouvé que de manière générale, il y avait des enjeux un peu limités. Mais ça, du coup, je le mets un peu sur le dos du fait que c'est une série un peu secondaire. Forcément, c'est les Birds of Prey, c'est pas des personnages principaux. Donc, de temps en temps, j'avais un peu ce sentiment que les enjeux étaient un peu trop secondaires pour moi. Et c'est un peu dommage parce que, du coup, tout le reste était quasiment parfait. En gros, dans ce comics, on va donc suivre la formation des Birds of Prey avec donc comme personnages principaux Huntress, Batgirl qui du coup est Oracle ici, et Black Canary. Et en vrai, de manière générale, c'est un quasi sans faute. En gros, à part ce que j'ai dit avant sur les enjeux, quasiment tout est parfait. Mais en fait, les histoires sont excellentes et en fait, quasiment tout le comics est axé autour du fait de travailler ces personnages. Et Gail Simone, elle écrit ses personnages, mais à la perfection. En fait, j'ai rarement vu des auteurs qui écrivaient aussi bien des personnages que ce que Gail Simone fait dans cet omnibus sur les Birds of Prey. Et les trois personnages, je les appréciais déjà vraiment pas mal. Mais en fait, j'avais jamais réellement lu d'œuvres qui les poussaient vraiment beaucoup. Et là, je les adore, mais alors vraiment de fou.
En fait, je suis ultra impatient aussi de lire la suite parce qu'en fait, il y a un volume 2 qui va sortir en VO. Du coup, je crois que c'est au milieu de l'année prochaine. Je suis ultra impatient de lire la suite parce qu'en fait, la manière dont écrit Gail Simone me donne l'impression qu'en fait, elle pourrait écrire quasiment n'importe quel personnage et qu'en fait, elle pourrait me le faire apprécier de manière vraiment genre totale. Parce qu'en fait, elle a une manière d'écrire, une manière de décrire ses personnages, une façon de les travailler qui, en fait, me plaît énormément. Et c'est un peu difficile à décrire, mais en gros, toute son histoire est articulée autour de travailler ses personnages, de travailler leurs relations. Et en fait, il y a aussi une manière d'écrire ces dialogues qui fait que, en gros, au plus le récit avance, au plus on s'attache à ces personnages. Et en fait, il y a autant un travail sur les personnages en tant que héroïnes que en tant que leur partie civile, entre guillemets. En fait, on s'attache autant à travailler Black Canary que travailler Dean Allens, qu'à travailler Huntress, que Elena Bertinelli et qu'à travailler Oracle, que Barbara Gordon. Et en fait, c'est ultra intéressant parce que du coup, on apprend à les connaître en tant que super-héroïnes, mais aussi on apprend à connaître leur goût, leur passion, ce qu'elles veulent faire dans leur vie, aussi à côté en fait de leurs activités super-héroïques. Et c'est ultra intéressant. Et aussi, je trouve que de manière générale, les dynamiques de groupe sont super intéressantes. Au niveau des enjeux, j'ai dit qu'au niveau de l'histoire, c'était pas hyper développé, mais par contre, au niveau des enjeux personnels des personnages, c'est vraiment énorme, notamment au niveau du personnage d'Oracle. En fait, je trouve que avant ça, j'aimais le groupe, mais plus parce que j'aimais leurs individualités. Mais maintenant, j'aime le groupe parce qu'en fait, je les adore en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe. Je trouve que ça fonctionne tellement bien. Il y a un travail au niveau de leurs relations, au niveau des personnages qui fonctionnent tellement bien. Il y a aussi une nuance aussi qui est apportée à tous les personnages, notamment au niveau du personnage d'Oracle. Il y a aussi un truc qui est vraiment très cool, c'est que la manière dont elle travaille ses personnages, Gail Simone, et je pense notamment au personnage de Black Canary, mais ça fonctionne aussi avec les deux autres, c'est qu'en fait, elle va utiliser un principe narratif qui est très vieux. En fait, on est quasiment au niveau des bulles de pensée, en fait, comme au début des comics et comme il y a eu dans les années qui ont suivi. En fait, on va avoir des carrés, des rectangles en fait, de pensée avec tout ce que pensent du coup les personnages. Donc en fait, on est carrément dans leur tête tout le long et c'est ultra intéressant parce qu'en fait, elle est tellement forte dans la manière dont elle écrit ces pensées-là que du coup, en fait, on a une description complète de ce que pensent nos personnages et quand c'est mal écrit, c'est un énorme défaut, mais quand c'est bien écrit, c'est incroyable. On est presque au niveau d'un roman en fait. On s'attache tellement à nos personnages, ça fonctionne tellement bien. Franchement, c'est un truc que je recommande énormément. J'aimerais énormément qu'Urban le publie un jour en VF. Ça arrivera très certainement pas. En tout cas, ça arrivera pas dans les prochains mois, dans les prochaines années, je pense. Mais quelle pépite, c'est incroyable. Et franchement, Gail Simone, énorme découverte. Je savais que c'était une autrice incroyable. Mais là, vraiment, j'ai vraiment confirmé que j'aime énormément cette autrice. Je vais aller sur ses Secret Six, je vais aller sur sa Wonder Woman, je vais aller sur sa Batgirl, je vais vraiment tout lire de ce qu'elle a fait. Parce que ce qu'elle a fait, ça me régale. Vraiment, je le recommande énormément. J'ai adoré, je suis trop impatient de lire la suite. Vraiment un énorme kiff. Ensuite, troisième lecture, et quelle lecture là aussi, absolute, Martian Manhunter. Bon, déjà, j'aimerais commencer par la partie graphique. En fait, la partie graphique de Javier Rodriguez, elle est vraiment très particulière. Il y a un côté très psychédélique, mais qui est un peu habituel du personnage, qui est un peu habituel de ce dessinateur, mais comment dire, en fait, c'est très compliqué de manière générale de parler de Absolute Martian Manhunter. Parce qu'en fait, c'est un comics qui aborde des sujets extrêmement deep, qui les aborde extrêmement bien, mais de manière extrêmement spéciale. En fait, on va suivre du coup une réinvention, donc pour ceux qui ne sauraient pas, de Martian Manhunter dans l'univers Absolute. Mais en fait, on va suivre à la fois un être humain qui est donc un agent de je ne sais plus quelle agence, mais bon, en gros, un agent, une espèce de flic, un agent du FBI. Et du coup, à la suite d'un choc à la tête, il va donc du coup avoir des visions et en fait, il va avoir une entité extraterrestre qui est donc du coup le Martian Manhunter qui va du coup l'accompagner tout le temps. Et en fait, on va s'apercevoir au fur et à mesure que cet alien, Martian Manhunter, en fait, il est tout le temps avec lui, mais qu'en fait, il est réel. Et que du coup, il y a toute une histoire qui va être développée autour de ça. Et donc, évidemment, il va développer des pouvoirs avec cet alien. Et donc, c'est plus ou moins les mêmes pouvoirs qu'a le Martian Manhunter dans la continuité classique. Donc, il y a notamment tout un truc autour du fait qu'il va pouvoir lire les pensées, etc. Et en fait, Dennis Camp, il va travailler autour de ça. Il y a tout un travail, notamment autour du fait
de pourquoi est-ce que les gens sont comme ils sont, pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. Et donc en fait, on va travailler autour de ça, notamment, il y a tout un truc, autour de l'actualité en fait, autour de comment est la planète aujourd'hui, comment est le monde aujourd'hui et pourquoi est-ce que les gens sont comme ils sont aujourd'hui, comment l'actualité peut influencer les pensées des gens, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à se tourner de plus en plus, vers des pensées de plus en plus extrêmes, pourquoi est-ce que le monde est de moins en moins nuancé, pourquoi est-ce qu'on va de plus en plus, pourquoi est-ce qu'en fait on va de plus en plus, vers en fait un point de non-retour. Et il y a en fait tout un truc qui est extrêmement intéressant. Il y a aussi, une intervention, des Martiens blancs qui sont du coup, les adversaires, des Martiens verts dans l'univers classique de DC, qui fonctionne extrêmement bien. Il y a tout un truc en fait avec les métaphores et je sais même pas comment expliquer en fait. Il y a toute une histoire aussi, c'est très ressenti. Il y a tout un truc méta aussi, où notamment on va lire des pages en fait, où on va pouvoir voir à travers et il va y avoir une espèce de superposition. C'est très très compliqué en fait à décrire Absolute Martian Manhunter, mais c'était incroyable parce qu'en fait ça aborde des thématiques ultra vastes et de manière très très subtile, très très intelligente. J'ai été particulièrement marqué en fait par l'épisode 2 où en gros Martian Manhunter va être en fait confronté à un espèce de je sais pas exactement comment le décrire, je dirais un terroriste qui en fait va abattre des gens dans la rue si je me souviens bien et en fait on va se retrouver du coup à pouvoir plonger dans ses pensées. Et là, il va y avoir tout un travail visuel qui, de manière générale, est fait sur absolument tous les persos. Mais du coup, notamment au travers des pensées du personnage, où on va revoir son passé. Et au niveau du découpage, c'est incroyable. Et en fait, à un moment, il va se passer un truc. Et on va être coupé dans notre flot de pensée. Et le travail visuel fait là-dessus, le travail narratif fait là-dessus, c'est incroyable. Il y a toute une réflexion sur le super-héros, sur les vilains et tout, c'est vraiment incroyable. J'ai adoré, vraiment trop, trop, trop bien. Lecture suivante, Absolute Flash. Et là, pour le coup, je vais faire quelque chose que je fais assez rarement, parler d'une lecture que j'ai pas aimée. Pour le coup, c'est pas trop mon truc, mais j'avais quand même envie de parler d'une lecture que j'ai pas aimée pour une fois, parce qu'en fait, je l'ai pas non plus détestée et je trouvais que c'était assez pertinent d'en parler. En gros, j'ai trouvé que Absolute Flash était pas vraiment bon, mais en même temps, pas vraiment mauvais non plus, mais en même temps très très loin d'être bon. En gros, c'est Jeff Lemire au scénario et j'adore Jeff Lemire. Mais du coup, je trouve que le propre de l'univers Absolute, c'est de réinventer ses personnages et en même temps de leur apporter un twist scénaristique qui les renverse complètement. Que ce soit Wonder Woman, Martian Manhunter, Superman ou Batman, ils ont tous un twist scénaristique énorme qui les remet complètement en cause et qui en fait change complètement le personnage et permet en fait d'apporter une vraie vision d'auteur complètement différente. Et en fait, avec les noms qui ont été attribués à chaque titre, on a tous des titres qui sont tous incroyables. À part peut-être le Absolute Superman, qui je trouve est un peu moins bon, les trois autres sont tous incroyables. Avec tous des statuts complètement différents et des manières de faire complètement différentes. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et du coup, je m'attendais un peu à la même chose pour Absolute Flash parce que j'adore Jeff Lemire. J'adore ce qu'il fait, j'adore Gideon Falls, j'adore Phantom Rod dont je vais parler tout à l'heure, j'adore son Green Arrow. Bref, j'aime beaucoup ce que fait Jeff Lemire de manière générale. Et en fait, j'attendais beaucoup de ce Absolute Flash. Et grosso modo, ce que j'ai pensé, c'est que en fait, j'ai l'impression d'avoir quasiment rien lu. En fait, il y a 6 numéros dans ce Absolute Flash et j'ai l'impression d'avoir lu 2 numéros à tout casser. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est même pas que l'histoire elle est lente, c'est qu'en fait l'histoire elle a pas de rythme. C'est-à-dire qu'il y a un numéro d'introduction, ce numéro il est vraiment bon, et derrière, sur les 6 autres numéros, j'ai l'impression d'avoir lu un numéro dilué en 5. Sur les 50 numéros du coup, pardon. J'ai l'impression d'avoir lu un numéro dilué en 5. C'est-à-dire qu'il va étaler ses idées de un numéro sur 5 numéros. Et en fait, il y a des bonnes idées dedans. Notamment, j'ai bien aimé les idées avec Grodd. J'ai bien aimé aussi les idées, toute cette histoire de retour temporel. Cette espèce d'idée narrative où on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est. On ne sait jamais si on est dans le présent, dans le futur, si on est sur la bonne timeline ou pas. Ça, c'est des idées narratives que j'aime bien. Et c'est des idées narratives que Jeff Lemire avait déjà abordées. Et je trouve ça vraiment pertinent. Mais le problème, c'est que je trouve que, en fait, ça suffit pas. C'est ultra léger, en fait, parce que on a l'impression que Jeff Lemire, en fait, il nous tease des trucs, mais qu'en fait, il va jamais assez loin pour qu'on soit vraiment appâté. C'est-à-dire que, oui,
Si ça avait été un numéro 1, un numéro 2, ah, ça aurait été trop cool. Moi, j'aurais trop envie de lire le numéro 3. Mais là, il y a eu 6 numéros et j'ai l'impression qu'on m'a rien raconté. C'est-à-dire que oui, il y a des réinventions de personnages. Les Lascar, c'est plutôt sympathique. Oui, le père de Wally, c'est plutôt sympathique. Oui, le personnage de Barry, c'est plutôt sympathique. Mais de manière générale, j'ai rien à quoi m'accrocher. Parce que le travail sur Wally, il est parfaitement banal. Hein. Franchement, au niveau des personnages, il y a une écriture qui est vraiment sympa. Mais franchement, ça casse pas trop pattes à un canard. Je trouve que pour 6 numéros, c'est vraiment très léger même. Pareil, en fait, pour tous les personnages, que ce soit les Lascar, Wally, Barry, tous les personnages, on est vraiment sur un comics qui est énormément axé sur ces personnages. Mais je trouve qu'au niveau du travail, c'est très léger. Hein. Il y a tout un travail sur la fuite, qui du coup est axé aussi beaucoup sur la vitesse de Flash. Ça, c'est pertinent, j'aime beaucoup. Mais pareil, en fait, on va nulle part pour l'instant. Il n'y a rien de plus que ça. C'est très très léger. En fait, j'ai le sentiment que le récit, il patine sur lui-même, il avance pas. Il est dans la mélasse, il avance vraiment pas. Et que de manière générale, il y a quelques concepts, peut-être 1 ou 2 concepts, allez, 3 concepts qui fonctionnent vraiment bien, qui me donnent bien envie de voir où ça va. Mais que ces 2-3 concepts, ils étaient beaucoup au début, que sur les numéros d'après, il n'y a pratiquement rien eu. Et qu'en fait, tout le reste, c'est des concepts mais ultra banals, des trucs que je pourrais voir dans des runs hyper banals de la continuité qu'on recommanderait à quasiment personne parce que c'est des runs qu'on a lus 300 fois quoi. Et c'est vraiment des trucs que j'ai pas du tout envie de lire dans l'univers absolu. Ça aurait vraiment été dans la continuité, c'est des trucs que j'aurais pas du tout lu quoi. Et en fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est banal. J'ai pas du tout envie de dire ça sur du absolu. Alors oui, j'irai sur la suite parce que je fais confiance en Jeff Lemire et que je sais que sur le long terme, il peut réussir à faire des trucs bien. Mais très franchement, si à la fin du tome 2, on n'a toujours pas avancé, c'est hors de question que j'aille sur le tome 3. Franchement, j'ai vraiment été énormément déçu, surtout parce que j'en attendais énormément. Pour l'instant, c'est de vraiment très loin le moins bon absolu pour moi. Ensuite, franchement, vous pouvez vous faire votre propre avis parce que ça pourrait fonctionner sur vous, le travail sur les personnages. Je trouve que au niveau des comics, le travail sur les personnages, c'est quelque chose de très personnel. Parfois, ça peut fonctionner sur certaines personnes. Là, chez moi, ça a vraiment pas fonctionné. Mais franchement, faites-vous votre propre avis. Je pense que chez vous, ça peut fonctionner. Chez moi, ça n'a pas marché. Au niveau du travail visuel, c'est pareil. Sur la plupart des comics absolus, je trouve que le travail visuel, il est extrêmement important et surtout, ils ont chacun leur identité. Wonder Woman, c'est incroyable. Batman, c'est incroyable. Martian Manhunter, c'est incroyable. Superman, c'est très bon, mais ça reste un peu plus mainstream, mais c'est très bon aussi. Mais là, c'est pareil. J'avais vraiment l'impression de lire n'importe quelle série de trucs mainstream, de n'importe quelle continuité. Et c'est un peu dommage. Je trouve que c'est dommage. C'est un peu manqué, en fait. Lecture suivante, et ça faisait un moment que j'avais envie d'en parler parce que du coup, c'est une relecture Phantom Road de Jeff Lemire. Bon, je viens de casser un peu du sucre sur le dos de Jeff Lemire avec Absolute Flash, donc autant un peu redorer son blason avec l'excellent Phantom Road. J'adore Phantom Road. En fait, c'est un peu paradoxal parce que Jeff Lemire, c'est un auteur qui est connu comme étant un excellent dialoguiste. C'est connu comme étant quelqu'un qui a un rythme très lent, qui travaille beaucoup ses personnages et qui écrit beaucoup de dialogues. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que moi, j'aime Jeff Lemire quand il fait l'opposé de ça. C'est-à-dire que, pour moi, Jeff Lemire, il écrit tellement bien ses personnages de manière générale, qu'en fait, quand il ne se focus pas sur ça, mais au contraire, qu'il met tout son focus sur l'histoire, il écrit tellement bien ses personnages qu'en fait, il écrit quand même très bien ses personnages en se focusant que sur l'histoire. Par exemple, dans Gideon Falls, il met énormément de choses sur son scénario, et en fait, ces personnages, ils sont quand même extrêmement bien écrits, bien au-dessus de la moyenne des scénarios de manière générale, des scénaristes de manière générale, pardon. Et en fait, Phantom Road, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il va beaucoup se focus sur le lore, beaucoup se focus sur le mystère, beaucoup se focus sur les enquêtes, sur des trucs comme ça. Et en fait, ces personnages sont quand même extrêmement bien écrits. Phantom Road, du coup, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une série d'horreur, du coup, de Jeff Lemire et Gabriel Walta. Et du coup, en fait, on va suivre 2 personnages. En fait, on va suivre 3 personnages. 2 personnages qui, du coup, vont avoir un espèce d'accident de la route et vont se retrouver, en fait, transportés dans un espèce d'univers où il y a des espèces de zombies, on dirait un peu, mais pas vraiment. C'est un peu particulier. Et en même temps, de l'autre côté, en fait, on va suivre une enquêtrice qui, du coup, va enquêter sur le fameux accident et qui, du coup, va voir les répercussions un peu de cette histoire. Et du coup, évidemment, les 2 histoires vont finir par se mêler plus ou moins. La grosse force de Phantom Road, c'est le côté mystérieux. En fait,
Quand je lis Phantom Road, j'ai un peu l'impression de me retrouver à l'époque où je découvrais Gideon Falls. En fait, il faut savoir que quand j'ai découvert Gideon Falls, j'ai découvert la série alors qu'elle était finie. Et donc, en fait, j'ai enchaîné les tomes. Et Gideon Falls, c'est un de mes comics préférés, notamment parce que j'aime énormément l'histoire, mais j'ai énormément aimé, en fait, le côté rythme et, en fait, le côté mystère. Parce qu'en fait, au plus je lisais Gideon Falls, au plus j'avais envie de lire des tomes, et le rythme me prenait, l'histoire me prenait, le mystère s'empilait sur le mystère, j'avais toujours envie d'en savoir plus, et j'ai rarement eu un comics qui m'a autant pris. Et en fait, j'ai un peu le même sentiment avec Phantom Road, c'est-à-dire que Jeff Lemire, il part avec une base extrêmement mystérieuse, et à chaque numéro, il rajoute du mystère, et il rajoute du mystère, et il rajoute du mystère. Et en même temps, l'enquête avance un petit peu, mais l'enquête, elle avance tellement plus lentement que le mystère, et je trouve que cette construction narrative, Jeff Lemire, il la maîtrise à la perfection. Et à côté de ça, il va écrire des personnages ultra bien. Et en fait, il va les écrire avec des outils narratifs très particuliers et très spéciaux que j'aime énormément, qui sont beaucoup liés notamment à l'horreur, à la science-fiction et à la fantasy, que je ne peux pas vraiment vous révéler, mais qui, je trouve, fonctionnent particulièrement bien et qui vont forcer les personnages en fait à se livrer. Il a aussi toute une manière de jouer avec les cliffhangers qui sont une base des comics. Phantom Road, je pense que c'est un comics qui, si on le sortait de son média, fonctionnerait beaucoup moins bien. Mais là, chaque cliffhanger fonctionne, vraiment tout fonctionne super bien. C'est juste un excellent comics d'horreur, un excellent comics de science-fiction, un excellent comics de fantasy, fantastique, ce que vous voulez. C'est une espèce de mélange de genres qui fonctionne super bien. D'habitude, je suis pas trop fan du style de Gabriel Walta. C'est pas trop mon genre. Par exemple, j'ai pas trop aimé son travail sur la vision. Je suis pas trop fan de son style. Mais là, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne vraiment bien. Le côté mystérieux du comics fonctionne particulièrement avec son trait. Et en fait, il tranche un peu avec le côté mystérieux et en même temps pas tant que ça. Parce qu'en fait, il y a un côté mystérieux et en même temps un côté mystérieux un peu loufoque. Il y a un mélange de loufoque un peu sérieux. C'est très particulier et je trouve que son style colle parfaitement à cette histoire. Bref, je recommande énormément Phantom Road. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Pour l'instant, Jeff Lemire, il a fait une pause du coup, mais cette pause, elle est terminée. Et il a déjà écrit, il me semble, le tome 3 qui est sorti en VO. Donc je pense que ça devrait pas trop tarder à sortir en VF. Pour l'instant, ça n'a pas encore été annoncé, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais j'ai très hâte que ça sorte pour pouvoir lire la suite. Lecture suivante, The Moon is Following Us de Daniel Warren Johnson. J'ai adoré The Moon is Following Us. En fait, Daniel Warren Johnson, j'ai lu assez peu de choses de lui avant d'avoir lu The Moon is Following Us. Parce qu'en fait, j'avais lu Do a Power Bomb et du coup, Wonder Woman Dead Earth. Wonder Woman Dead Earth, j'avais adoré. Do a Power Bomb, j'avais adoré. Et du coup, je suis allé lire The Moon is Following Us avec des attentes relatives. En fait, j'avais pas forcément des attentes monstrueuses, mais j'avais quand même un peu des attentes parce que j'entendais quand même des échos qui disaient que c'était vraiment bien. Et j'ai adoré. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai adoré principale, c'est son concept. Le concept, il est incroyable. En gros, on est dans un concept où il y a deux parents, il y a leur fille qui va un jour s'endormir et elle va juste plus se réveiller. Elle est dans une espèce de coma où elle va plus se réveiller. Et en fait, de fil en aiguille, ils vont comprendre qu'en fait, il faut qu'ils plongent avec elle dans son rêve, en gros, c'est dans son univers, en grosso modo, sans trop vous spoiler, pour aller essayer de s'en sortir. Sauf qu'en fait, une fois qu'ils plongent dans ce rêve-là, tout ce qui est à l'intérieur de cette espèce d'univers, tout ce qui est dans cet univers est inventé par leur fille. Donc en fait, ils vont littéralement plonger dans sa tête. Donc en fait, il y a plein de trucs à l'intérieur. Tout l'univers est créé par leur fille en fait. Et rien que comme concept, ça fonctionne tellement bien. Tous les personnages, tous les décors, tous les lieux, tout ça, c'est créé par leur fille. Alors, il va autant y avoir des personnages positifs que négatifs. Ça va traiter à la fois des rêves, des traumas, des choses qui marquent des enfants, des choses... C'est incroyable. En fait, le concept de base est tellement riche, il y a tellement de choses à développer autour de ça. Même avec un auteur qui aurait mal géré sa barque, ça aurait quand même marché. Mais Daniel Warren Johnson est un excellent auteur et en fait, il va traiter de tellement de choses avec ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il va utiliser cette espèce d'univers de fantasy complètement loufoque pour traiter d'une quantité de thématiques. À la fois, il va traiter des traumas de la fille et des moments qui vont marquer les enfants, des moments auxquels on ne saurait pas forcément qu'ils vont marquer des enfants, mais qui du coup vont le faire. Ça va traiter de ça, ça va traiter autant des traumas de l'enfant que des traumas des deux parents qui du coup vont inévitablement ressortir sur l'enfant.
il va y avoir un nombre de personnages attachants, des personnages qui vont être créés par l'enfant mais qui du coup vont être là dans la vraie vie. Il va y avoir des retournements de situation, des personnages qu'on croit positifs qui sont négatifs, des personnages négatifs qu'on croit qui sont positifs. En fait, j'ai vraiment la sensation que Daniel Warren Johnson, je sais pas comment dire, si ça fait longtemps qu'il avait cette histoire en tête ou pas, je sais pas quel est le processus créatif derrière, mais il y a vraiment un sentiment d'une histoire ultra aboutie, où vraiment, il a pris un concept incroyable, il en a fait une histoire incroyable où quasiment tout est parfait. Le rythme est parfait, les personnages sont parfaitement travaillés, le concept est parfaitement utilisé de A à Z, la fin est parfaite, la narration est parfaite, l'histoire est parfaite, le scénario est parfait, en fait tout est parfait. Et au dessin, il y a un peu de lui et beaucoup de Riley Rossmo. Et Riley Rossmo correspond parfaitement à cette thématique un peu fantasy, un peu rêve. Et en fait, tout fonctionne parfaitement. Juste, c'est un comics parfait. Et franchement, si le pitch que je vous ai fait, il vous tente, foncez dessus parce qu'en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que ce à quoi vous vous attendez, ça va être exactement ça. Une espèce d'histoire de fantasy complètement loufoque, mais qui traite de sujets durs, de sujets sérieux et qui utilise aussi très bien les cliffhangers comme Phantom Road. Bref, j'ai adoré The Moon is Following Us, ça fonctionne trop bien, vraiment, jetez-vous dessus. Lecture suivante, encore du Daniel Warren Johnson, Beta Ray Bill. En gros, pour vous parler un peu de mon processus de lecture, entre guillemets, après avoir lu The Moon is Following Us, j'ai enchaîné sur Beta Ray Bill. Parce qu'en fait, Daniel Warren Johnson m'avait carrément convaincu. Et en fait, Beta Ray Bill, ça fait genre 3 ans qu'il est dans ma palle. Et juste, j'avais pas forcément eu le temps de le lire, ou je m'étais pas forcément attardé dessus. Puis en fait, il était tombé dans ma palle, et voilà. Juste, j'avais oublié de le lire. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même y aller. Daniel Warren Johnson m'a quand même sacrément convaincu. Je vais aller voir ce que vaut son Beta Ray Bill. Encore une fois, c'est un chef-d'œuvre en fait. Genre, The Moon is Following Us, c'est un chef-d'œuvre. Et son Beta Ray Bill, c'est un chef-d'œuvre. En fait, j'ai lu 4 comics de Daniel Warren Johnson jusqu'à présent. C'est 4 chefs-d'œuvre. Je ne sais même pas si le mec est capable d'écrire autre chose. C'est vraiment n'importe quoi. En fait, son Beta Ray Bill, déjà, il faut savoir que il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis pour le lire. En gros, tout ce qu'il faut savoir, c'est avoir grosso modo, une mini connaissance du personnage, savoir à peu près qu'il se situe dans l'univers de Thor, quoi, globalement. Mais sinon, en termes de continuité, il y a vraiment besoin d'avoir aucune connaissance. Et en gros, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'au début de ce comics, Beta Ray Bill, il a perdu son marteau Stormbreaker. Et donc, en fait, il n'a plus la capacité de se retransformer. Et donc, il va rester le personnage qu'il est, cette espèce de cheval un peu particulier. Et donc, en fait, tout va se jouer là-dessus. Le but du comics, c'est qu'en fait, il a besoin d'avoir une arme, une nouvelle arme, ou de réparer Stormbreaker pour pouvoir se retransformer, parce qu'en fait, il ne supporte pas sa vue. En fait, il se trouve moche, tout simplement. Il se trouve horrible, il n'aime pas le regard qu'ont les gens sur lui, et en fait, juste, il ne se supporte pas. C'est une quête pour lui, une quête introspective, mais aussi une quête en fait de soi, une quête de du regard qu'ont les autres sur soi. Et en fait, tout ça va être travaillé par Daniel Warren Johnson au travers du coup d'une quête un peu épique où il va partir avec toute une équipe, et je vous spoil pas forcément les personnages, où il va en fait partir à la recherche du coup d'une nouvelle arme. Et en fait, cette nouvelle arme, c'est l'épée de Surtur. Bordel de merde, déjà le concept il est incroyable. Et du coup, Daniel Warren Johnson va relier tout ça. Alors je connais pas exactement l'histoire de Beta Ray Bill, mais j'imagine que du coup ça avait été travaillé par des auteurs précédents. Mais du coup, Surtur, c'est la personne qui a détruit la planète de Beta Ray Bill. Et donc du coup, il va y avoir toute une histoire où ça va être relié par rapport à la chronologie. Mais encore une fois, si vous connaissez pas la chronologie, je la connaissais pas personnellement. C'est vraiment pas un problème. Et en fait, il va y avoir toute une histoire par rapport à ça. Et donc en fait, Beta Ray Bill, son but c'est littéralement d'aller confronter Surtur en 1v1 Gare du Nord pour aller récupérer son épée et pour pouvoir en fait se retransformer. Sauf que du coup, c'est Surtur en fait, il peut pas du tout le 1v1. Et donc en fait, c'est incroyable parce que déjà Daniel Warren Johnson au dessin est trop fort. Les combats sont trop épiques, il y a des planches magnifiques. Je vous affiche ça en montage, mais il y a des planches incroyables. Et en fait, toute l'histoire, elle est trop incroyable. C'est une histoire qui est très simple, mais qui a des thématiques ultra profondes qui fonctionnent trop bien. Et en fait, il y a tout un travail sur le personnage de Beta Ray Bill qui est magnifique. Il y a tout un travail sur le personnage de Beta Ray Bill, autant sur son passé, que sur son présent, que sur son futur. Et en fait, il y a tout un travail sur l'acceptation de soi, et notamment sur l'acceptation de soi extérieure, en fait, de notre corps, de notre aspect, de notre visage. Et en fait, c'est très, 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 très bien écrit.
c'est vraiment magnifique. Beta Ray Bill, c'est un personnage que je connaissais très peu, que j'apprécie énormément maintenant, notamment du coup grâce à ce comics. Et vraiment, j'ai tellement aimé. C'était ultra beau, l'action était épique. En fait, il y a un mélange d'intime et d'épique qui est parfait et qui fonctionne tellement bien. On peut passer d'une planche où vraiment il va y avoir des discussions hyper intimes avec Beta Ray Bill qui va se confier, être à deux doigts de pleurer, il est ultra vulnérable, à une page où il va y avoir une grosse arme énorme qui va tirer un énorme boulet de canon ultra épique, où ça va complètement dégueuler sur la planche en mode double page et tout, c'est trop stylé. Et vraiment ce mélange entre les deux, juste ça fonctionne super bien. Et je pense qu'il n'y a personne d'autre que Daniel Warren Johnson qui est capable de faire ça. C'était trop, trop, trop bien. J'ai adoré, juste lisez Beta Ray Bill, c'était trop bien. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mes lectures récentes. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.